le thème de la géométrisation du temps m'a fait penser, c'est d'avoir une idée poétique à une gravure extrêmement célèbre qui s'appelle La Mélancolie de Dürer, qui est une gravure célèbre pour d'abord parce que sans doute Dürer est l'un des plus grands artistes de la Renaissance, sans doute le meilleur dessinateur aussi de l'époque. On parlait avec M. Pelletier tout à l'heure. C'est une gravure merveilleuse sur le plan artistique. Elle est aussi très mystérieuse. Alors, la géométrisation du temps, cette gravure m'y fait penser parce que on a dans la Mélancolie de Dürer, dont vous trouverez ici et là ou sur Internet plein de reproductions, un sablier qui saute aux yeux des commentateurs, qui sans doute est lié à la planète Saturne, donc dieu du temps, qui est représenté traditionnellement, surtout à ces époques, 15e, 16e siècle, avec un sablier dans la main. Et le type saturnien est aussi le type qu'on appelle le type mélancolique. Et puis la géométrie, elle est tout aussi évidente, puisque nous avons une sorte de polyèdre un peu bizarroïde, et une boule. Et puis, nous avons aussi, pour les astrologues, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que nous avons un Cupidon sur une meule qui se trouve surmonté d'une balance. Donc cette association de Cupidon, du petit ange amoureux, à la meule qui représente dans l'esprit de l'époque, dans les tarots par exemple vénitiens du XVe, la meule représente le premier mobile, prima mobile. Et on a, avec Vénus qui est maître de la balance, une notion très importante, encore une fois dans l'astrologie du XVIe siècle. On a là une liaison du cycle de Vénus au temps et aussi à la géométrie. Alors ce truc-là est assez amusant, et comme moi j'ai beaucoup de temps et je suis un esprit très patient. Alors, je me suis amusé à essayer de reconstituer physiquement dans mon jardin cette figure. Montrez-le à nos amis numérologues, ils n'ont pas bien vu. Cette figure. Non, c'est à gauche le numéro. Merci. Donc j'ai pris quelques renseignements. On sait que il s'agit, cette figure, d'un rhomboèdre. Un rhomboèdre. Alors un rhomboèdre, j'ai reconstitué tout ça dans l'espace. Un rhomboèdre, c'est une... Je vais faire passer les photos pour que tout le monde puisse s'amuser à regarder ça. Un rhomboèdre, c'est un cube étiré. Au départ, c'est un cube étiré et dont on va couper les angles pour obtenir cette figure qui, si on la compare, c'est l'objet du schéma ici, à celle de Dürer, est exactement identique. Alors vous me direz quel est le rapport avec l'astrologie? Je vais y venir justement. Donc cette figure s'inscrit effectivement elle-même parfaitement dans une sphère. Donc avec un ami, le peintre Ivo Jacquier, on a étudié énormément cette figure et on a fait toutes les démonstrations mathématiques qui montrent que, d'une part, chaque construction à partir de l'étoile à 5 branches, on devait s'y attendre, correspond à un développement du nombre d'or pour toutes les faces pentagonales de cette figure de Dürer, et que le nombre d'or régit aussi le calcul de la sphère, et que, en fait, ce qu'a voulu dire Dürer ici, c'est que, à travers la géométrie de cette figure, difficile à construire, mais possible à construire, et je pense que le coup des étoiles à 5 branches est une nouveauté, à ma connaissance, ça n'a été publié nulle part. Donc cette construction, en fait, correspond au nombre d'or, et on va voir l'importance que ça aura dans l'histoire, pour moi une importance fondamentale dans l'histoire des sciences. Alors ce nombre d'or, je rappelle, le nombre d'or, c'est pas un nombre entier, c'est le fameux nombre phi, c'était pour les Grecs le nombre qui permettait de construire des systèmes d'une grande beauté. Donc là on est aussi dans le registre vénusien. Vénus, en rapport avec le nombre d'or, ça ne surprendra personne, et par exemple la Vénus de Botticelli, vous savez, sur sa coquille, a une composition graphique qui est elle aussi entièrement basée sur ce même nombre phi, nombre vénusien si l'on est. 1,618. 1,618, 0,339, ouais, absolument. Et des poussières, puisque ça ne s'arrête jamais les décimales. Et donc cette géométrie du nombre d'or, cette géométrie vénusienne, dans cette figure, on va donc l'associer au temps. Alors là, on commence à parler un peu d'astrologie, parce qu'on a Vénus qui est sur une meule, enfin Aphrodite en tout cas,
et sa balance, donc le symbole vénusien qui, sur une meule, le prima mobile représente Vénus en tant que planète. On a une géométrie du nombre d'or qui est exprimée et le temps. Alors, on va passer aux autres schémas. Mais pour ça, juste, sans faire de trop longues digressions historiques, juste une chose importante, c'est que Kepler va naître en Allemagne, Dürer est allemand, je le rappelle, hein. Kepler va naître en Allemagne dans des conditions qui sont très intéressantes pour nous. Il faut savoir déjà que le graveur, le peintre Dürer, qui lie donc cette géométrie vénusienne et le temps au nombre d'or, est un ami de Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa, c'est un espèce de sorcier, c'est celui dont j'ai parlé ce matin, qui avait construit les fameux carrés magiques de nombres, qui peuvent intéresser les numérologues au plus haut point. Et dans l'entourage en fait, de Dürer, il y a toute une série de gens comme l'abbé Critem, le Cornelius Agrippa. Et en fait, c'est en Allemagne tout un groupe très ésotérique, en fait, magique, ésotérique, mais chrétien, enfin d'obédience chrétienne. C'est pas du tout de la magie diabolique. Ce sont des gens qui, au contraire, cherchent à établir une magie divine. Ce mouvement va finir par déboucher à la fin du XVIe siècle et surtout dans les toutes premières années du XVIIe, toujours en Allemagne naturellement, par la création et le manifeste du mouvement des Rose-Croix. Je rappelle que le mouvement des Rose-Croix, il va naître en Allemagne sous la forme de 3 manifestes publiés à... j'ai pris quelques notes, Dieu merci, Tübingen, voilà. À Tübingen, on a 3 manifestes qui paraissent, dont l'un, les notes chimiques de Christian Rosenkreuz, qui sont rédigés par un personnage qui va nous intéresser beaucoup, c'est Valentin Andrea. Valentin Andrea, qui a hérité donc, de toutes ces recherches fondamentales héritées de l'ésotérisme du XVIe siècle, italien puis allemand. Donc Valentin Andrea qui va lancer le mouvement Rose-Croix, qui a vu ces images forcément de carré magique, d'Agrippa, qui a vu ces images où on associe la géométrie de Vénus au temps, qui va l'enseigner à quelqu'un qui est dans le même cercle, c'est-à-dire la même université que lui, et qui va travailler à peu près dans les mêmes années dans le cercle de Tübingen, et cette personne-là, c'est Johann Kepler. Alors là, on va arriver directement dans l'astrologie, et Johann Kepler, en fait, est bercé par ce que l'on vient de dire de la mélancolie de Dürer, et en tout cas par l'ésotérisme allemand de son époque. Et encore une fois, il a la chance, cet astronome, de ne pas être victime de l'Inquisition, puisqu'il y vit en Allemagne, et il a la chance d'être proche de milieux qui s'ouvrent à Copernic, donc on admet déjà que le Soleil est le centre du système, et pas la Terre, etc., sans s'exposer au bûcher. Et alors, comment il va procéder, notre Kepler ? Dont je rappelle que c'est d'abord un astrologue. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Le Kepler, astronome astrologue. Gérard Simon. Voilà, Gérard Simon, édition Gallimard de mémoire. Et c'est un livre qui est fait par un historien des sciences, un philosophe, historien des sciences. Voilà, tout à fait, qui est tout ce qui est de plus sérieux universitaire et qui montre que Kepler n'était pas astrologue par accident, comme on l'a trop souvent dit dans les revues scientifiques, mais qu'il était réellement convaincu des thèses et que sa recherche est autant astrologique qu'astronomique. Et Kepler va se laisser bercer par ces idées. Vous allez voir qu'on va revenir à la mélancolie de Dürer, à cette Vénus liée au nombre d'or et liée au temps et au cycle. Et vous allez voir l'importance que ça aura. Le premier essai de Kepler, ça c'est extrait d'un des ouvrages de Kepler, ce sont tous les cycles Jupiter-Saturne, toutes les conjonctions Jupiter-Saturne qui se répartissent en faisant une très belle figure qui en montre la cohérence
à chaque fois presque en trigone, mais qui se décale avec un rythme de 2400 ans. Il n'est pas inintéressant. 3 triplicités de 800 ans, c'est un travail que Jacques connaît bien. Mais ça, il a repris quelque chose qui existait déjà depuis plusieurs siècles. Alors, tout à fait. Il a repris des choses qui étaient déjà très connues. Depuis Ptolémée, on le savait. Non, enfin, le Jupiter Saturne, c'était plutôt les Arabes, Adieu Mazar. Oui, enfin, c'est Ptolémée qui... En tout cas, je sais que Ptolémée l'a formulé. Oui. Non, mais c'était très à la mode à son époque, puis ça avait été développé au Xe siècle. Voilà. La nouveauté qui éblouit Kepler, c'est de se rendre compte qu'il y a un rapport de 1 à 2 entre l'orbite entre ce cercle intérieur et ce cercle extérieur. Et il va commencer à imaginer un système où il va s'inventer une géométrie du temps et aussi une géométrie des orbites planétaires. Et puis malheureusement, il s'aperçoit très vite que c'est pas comme ça que ça fonctionne, que ça ne marche pas. Alors il n'ignore pas tous ces schémas. Il y a des schémas absolument magnifiques. Celui-ci est extrait d'un ouvrage sur les cycles planétaires de Yves Lenoble, aux éditions de l'Arc, qui est un ouvrage qui n'a pas fait l'objet d'une très grande diffusion, mais qui est très intéressant. Et ce schéma correspond cette fois aux conjonctions intérieures Soleil-Vénus. Et on voit que dans le ciel, ça nous dessine une magnifique spirale dorée et que ça s'organise autour d'une étoile à 5 branches, avec une perfection absolue. Et Soleil-Vénus, en fait, est très lié dans son développement temporel, c'est ça qui nous intéresse dans ce dossier, au nombre d'or. Alors déjà, on est dans une idée qui est proche de celle de Mélancolia, proche de cette gravure, puisqu'on a Vénus, on a le cycle de Vénus, on a donc le temps, et on a une géométrie qui va se rapprocher du nombre d'or. Donc, Kepler va utiliser en fait les solides de Platon. Il y a un article sur internet là-dessus, sur webastrologie.com, pour ceux que ça intéresse. Donc là, je ne vais pas le développer, ça a déjà fait l'objet d'une intervention d'ailleurs sur Téléprovidence. Mais autour des 5 polyèdres réguliers, là on est en pleine géométrie aussi, puisqu'on retrouve, tout à l'heure on parlait de ce polyèdre dont on a fait circuler les photos. Là, on a les 5 solides réguliers de Platon, le cube, le tétraèdre, le dodécaèdre, etc. Et Kepler va montrer que les orbites planétaires sont, avec une relativement voire une très bonne précision, en tout cas une relativement bonne précision, s'inscrivent dans l'espace, dans ces solides réguliers, s'imbriquent à travers ces solides réguliers. Et comme je l'ai montré dans mon article qui est en ligne sur web-astrologie.com, ce qui est tout à fait sidérant, c'est qu'on s'aperçoit que ce que Kepler avait trouvé à l'époque continue à être vrai pour le rapport entre Saturne-Uranus, entre Uranus-Neptune, Neptune-Pluton et Pluton-Eris. Et ça, c'est diablement intéressant parce que ça montre qu'une structure qui avait été en partie dévoilée par Johann Kepler au XVIIe siècle, malgré les découvertes, continue à fonctionner. Donc, c'est solide, il y a du fond, quoi. Et c'est pour cette raison aussi que, personnellement, je m'intéresse à la planète Eris, voilà, parce qu'elle s'intègre dans une logique de cycle, dans une logique de développement dans l'espace aussi, puisque le cycle, c'est 2 fois Pluton, hein, grosso modo, et dans une logique de développement dans l'espace à partir des polyèdres de Kepler qui ne cesse de m'épater, en fait. Voilà. Et alors, voilà, pour finir, pour ne pas être trop technique, une formule très simple, T égale 1 sur phi est égal à phi moins 1, T2 est égal à D3 est égal à 1 sur phi 2. Non, je plaisante. En fait, ce dont se rend compte sur le champ Kepler, c'est qu'il y a quelque chose de très étonnant. C'est que comme on pouvait le pressentir, comme si ça avait été codé dans la mélancolie de Dürer un siècle avant lui, la planète Vénus a un rapport de temps par rapport à la Terre qui est le nombre d'or, phi. C'est pour ça que ce petit schéma-là, je pourrais le laisser ici, ce schéma d'étoile à 5 branches qui est basé sur phi est celui du rythme de Vénus. Et ce dont va s'apercevoir Kepler, c'est que non seulement Vénus a un rapport de temps avec la Terre de 1 sur phi, mais que leur rapport de distance, quand on l'élève au carré, leur rapport de distance, quand on l'élève au cube, la distance c'est 1 sur phi 2. Il s'aperçoit que le nombre d'or, non seulement est en rapport avec la spatialisation, avec la géométrie, avec ces polyèdres-là qu'il utilise, mais il est aussi en rapport avec le temps. Et dans un rapport qui, avec Vénus, devient tout à fait lisible pour lui, puisque le temps au carré, c'est égal à la distance au cube, et c'est 1 sur phi 2. 1 sur phi au carré pour... Alors, je suis un peu technique, je suis désolé, mais
pour Kepler, c'était vraiment, lui, c'était des trucs qu'il repérait tout de suite. Je veux dire, le nombre d'or, il connaissait par cœur, et comme le nombre d'or, 1 divisé par le nombre d'or, c'est le nombre d'or moins 1, donc c'est des choses avec lesquelles il jonglait très très facilement. Et ça a dû lui crever les yeux, littéralement, de voir que le temps au carré et la distance au cube de Vénus correspondaient toujours au nombre d'or. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, et ce qui correspond à l'œuvre majeure de Kepler, c'est que si on enlève 1 sur Φ2 qui n'est valable que pour Vénus, il s'aperçoit que le temps au carré est égal à la distance au cube, c'est vrai pour toutes les planètes. Voilà. Et là, il vient d'inventer la loi fondamentale. C'est l'une des 3 lois dites de Kepler, mais la plus importante, parce que la loi de Kepler, le temps au carré est égal à la distance au cube pour tous les orbites planétaires, ça fonctionne, et ça fonctionne exactement. C'est la base même de quoi? De la gravitation sur laquelle Newton va fonder, grâce à ça, grâce à cette formule, toute la physique moderne. Donc voilà, ce petit interlude pour expliquer comment tout ça est sur le web, donc vous pourrez trouver facilement, à partir du site webastrologie.com. Tout ça pour dire qu'à partir d'un schéma, d'une magnifique gravure d'inspiration ésotérique, en passant par un cercle allemand magique avec Agrippa et avec les Rose-Croix, ça tombe dans les mains d'un type qui s'appelle Kepler, qui grâce à ce savoir magique et ésotérique va littéralement nous inventer la physique contemporaine. Alors après, qu'on ne dise pas que, voilà, que les magiciens, les astrologues, les kabbalistes, les hermétistes, les alchimistes ne savaient pas des choses qui vont bien au-delà de ce qu'on leur prête. Et comme quoi le système solaire, c'est pas le bordel, c'est une architecture sacrée. Oui, aussi, oui, bien sûr. On est tout à fait d'accord avec ces polyèdres qu'avait découvert. Merci. Oui, donc effectivement, Kepler a voulu réformer l'astrologie. Est-ce qu'il y est parvenu et pourquoi il n'y est pas parvenu? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que les astronomes, est-ce qu'en fin de compte, moi je pense quand même que c'est un astronome, est-ce que les astronomes peuvent aider l'astrologie à se structurer? Moi je crois que c'est, je pense que c'est beaucoup à attendre des astronomes. Kepler, semble-t-il, a pensé que l'astrologie et l'astronomie dépendaient de la même démarche scientifique. Alors qu'en réalité, l'astronomie, pour moi je l'ai donné l'exemple, l'astronomie c'est le bloc de marbre dans lequel l'astrologie vient sculpter. L'astrologie ne s'intéresse pas au bloc de marbre, elle s'intéresse à ce qu'on peut en tirer, à ce qu'on peut en extraire. Alors, je voudrais faire un point en bas. À quelle heure les personnes doivent partir maintenant? Moi, dans 10 minutes. 16h30. 16h30. Je voulais proposer aussi un truc, mais je ne sais pas si on a le temps, je ne vais pas faire le truc en entier. Oui. Simplifier un rapport entre numérologie et planète, sur les 7 planètes. Pour ceux qui sont numérologues, pour ceux que ça intéresse, je peux le faire simplifier pour aller, parce que sur mon schéma il est plus complexe, mais ça peut intéresser, parce qu'il y a souvent un rapport un peu faux entre les planètes et les nombres en numérologie, et on peut les mettre sur un cercle, sur un mandala, et ça permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est une proposition de travail. Vous verrez qu'après, elle est assez fonctionnelle quoi, dans la consultation ça, en numérologie. Et ça permet pour ceux qui veulent faire que de la numérologie... Vous êtes vous-même numérologue enfin, Oui, moi j'ai commencé un peu avec les deux à la fois, numérologue et tarologue. J'ai bossé pas mal avec Jodorowsky en tarologie. Et j'avais déjà été un peu gêné des confusions qui étaient faites. Par exemple, le 5 en numérologie a une fonction qu'on peut remarquer assez mercurienne, assez uranienne, d'ouverture, tout ça. Et alors que le pape en tarot, par exemple, c'est une carte au contraire très immobile, très hiératique, où il y a une transmission d'une sagesse, tout ça. Et j'étais un peu étonné de la confusion qui était faite entre les systèmes. Par exemple, si vous faites en tarot, par exemple, quand vous faites, vous tirez 4 cartes, et puis la 5e au milieu, c'est l'addition des 4 autres. Alors, mettons, on va additionner 22 plus 2, bon, on tombe sur le chiffre, mettons, 26. Alors, 26, ça fait 2 plus 6 égale 8. Et ça, pour moi, ça a été inventé au 19e siècle par Oswald Luhr. Et il y a beaucoup de choses qui sont copiées comme ça, parce que ça a déjà été fait, donc on le copie. Et en fait, en réalité, ça ne marchait pas. Parce qu'on sort d'un système pour entrer dans un autre. C'est-à-dire qu'on sort de la tarologie, on confond à la numérologie. Donc, juste, alors, je
Je t'interromps juste pour dire, pour préciser, c'est Louis-Claude de Saint-Martin, c'est pas Vierce qui l'a inventé. C'est un petit peu avant, c'est le 18e. Oui, oui, oui.